Guide de l'auto, une présentation d'autogo.ca en collaboration avec Antirouille Métropolitain. Cette semaine au Guide de l'auto, on met à l'essai pour vous la Hyundai Ioniq 5 2022. On compare le Mitsubishi Outlander et le Volkswagen Tiguan, mais tout d'abord, la Porsche Cayman GT4 RS. Bienvenue sur le circuit The Streets of Willow, au nord-est de Los Angeles, pour ce premier contact avec la Porsche 718 Cayman GT4 RS, qui trône maintenant au sommet de la pyramide de la lignée des 718 Cayman. Évidemment, c'est le Flat Six de 4 litres emprunté à la GT3 qui développe ici 493 chevaux, donc un peu moins que la GT3. La GT3, c'est 502. Évidemment, c'est en raison du fait que la position du moteur est inversée dans cette voiture par rapport à la GT3. Évidemment, la 718 Cayman GT4 RS, voiture à moteur central, quel son exceptionnel. Aussi, évidemment, on conduit ici la GT4 RS avec l'ensemble Weissach. Incroyable ce son. Le 0-100 est expédié en 3,4 secondes et la voiture est capable d'une vitesse de pointe de 315 km/h. On perçoit tellement bien le son du moteur sur cette voiture parce que les prises d'air pour l'alimentation du moteur remplacent les vitres latérales arrière de la voiture. Et on a vraiment l'impression d'être assis sur le moteur. Les rapports sont vraiment très serrés et ça donne une voiture qui est extrêmement volontaire. Elle est très légère, un poids à peine supérieur à 1400 kg. Évidemment, plusieurs éléments de carrosserie qui sont réalisés en plastique, renforcés de fibres de carbone. Aussi, si cette voiture a un comportement aussi direct et précis, c'est parce qu'elle reçoit aussi des amortisseurs qui sont spécifiques à ce modèle. Le carrage des ressorts est plus ferme que celui de la GT4. Il y a aussi des barres anti-roulis modifiées. Et surtout, le fait que les éléments de suspension sont reliés au châssis par des joints de rotule qui sont beaucoup plus rigides que des coussinets en caoutchouc. Et c'est la raison pour laquelle cette voiture a un guidage qui est absolument d'une précision remarquable sur circuit. Il y a un degré de précision dans le châssis qui est absolument exceptionnel. Elle répond vraiment au doigt et à l'œil. La moindre sollicitation, c'est vraiment tout un plaisir sur le circuit. Alors pour créer cette nouvelle Porsche 718 Cayman GT4 RS, les ingénieurs de Porsche ont appliqué la philosophie de la GT3 et c'est vraiment toute une machine. Elle sera disponible à l'été 2022 chez les concessionnaires canadiens de la marque avec un prix de départ de 166 600 $ et celle-ci qui compte plusieurs options commande un prix de 230 370 $. Mais c'est toute une machine. Choisir le bon type de véhicule électrique. Vous avez un seul véhicule et fait de longs trajets? Optez pour un véhicule hybride rechargeable ou 100% électrique à longue autonomie. Vous faites de courts trajets? Choisissez un véhicule 100% électrique. 2 véhicules à la maison? Remplacez-en un par un 100% électrique.
Hyundai Ioniq 5, un nouveau véhicule à motorisation entièrement électrique, élaboré sur une toute nouvelle plateforme eGMP chez Hyundai, une plateforme qui va beaucoup servir au cours des prochaines années. Bien, non seulement chez Hyundai, mais également chez Genesis et chez Kia. On sait que Hyundai veut arriver avec beaucoup de nouveautés électriques dans les 2-3 prochaines années. C'est la première application de cette plateforme-là qu'on fait avec une voiture ou un VUS. On ne sait pas trop comment l'identifier. On va essayer de découvrir ça dans les prochaines minutes. Alors Antoine, cette nouvelle plateforme de Hyundai, c'est véritablement la nouvelle façon de concevoir une voiture avec un empattement qui est incroyablement long, à des proportions qui n'ont rien à voir avec un véhicule conventionnel. Alors, un empattement de 3 mètres de long, c'est plus qu'un Palisade, plus qu'un Audi Q7. Hyundai veut le vendre comme un VUS. J'ai trouvé ça un peu comique parce que pour moi, je regarde ça, c'est une voiture compacte, c'est une voiture à hatchback. Sauf que quand tu stationnes l'Ioniq 5 à côté d'un Mustang Mach-E, par exemple, bien, tu te rends compte que c'est aussi haut, c'est aussi large et tu es à même de convenir qu'il y a beaucoup d'espace à bord de cette auto-là. On n'a pas l'impression d'être dans une voiture compacte. C'est incroyable. L'habitacle est immense. Pour une famille, tu installes des sièges d'appoint à l'arrière, le coffre est spacieux, il y a de l'espace partout, il y a un mini espace de chargement, même sous le capot à l'avant. Comme toujours avec une voiture électrique, ce qui impressionne toujours, c'est le couple, la livraison instantanée du couple, la force d'accélération, un 0-100 un peu plus de 5 secondes. Ce que j'aime aussi de cette voiture, c'est le freinage régénératif, le fait que tu as 5 niveaux. Et ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant en hiver parce que quand tu roules sur une surface, une chaussée qui est glissante, souvent, quand tu as un freinage régénératif, le simple fait de lever le pied de l'accélérateur, ça équivaut à freiner très fortement sur une voiture conventionnelle. C'est pas toujours ce que tu veux faire. Exactement, ça peut déstabiliser la voiture sur une surface glissante. Alors, le fait que l'on puisse calibrer l'intensité du freinage régénératif, ça, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle sur ce véhicule. Mais parlons d'aérodynamique parce que si on regarde le coefficient aérodynamique de ce véhicule, il n'est pas nécessairement très bon là, pour un véhicule électrique. Non, 0.29. Et c'est peut-être pour ça que la voiture consomme de l'énergie un peu plus que d'autres véhicules électriques parce qu'on annonce une moyenne de consommation combinée de 21,3 kWh par 100 km, ce qui n'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant. Et il y a un gros point faible au niveau de la conduite de cette auto-là, c'est pas au niveau du comportement, mais de l'équipement qu'on a oublié de mettre sur l'auto, c'est l'essuie-glace arrière. Ah oui, ça c'est complètement fou parce que on roule depuis pas très longtemps, là, puis déjà on voit que la vitre arrière, la lunette arrière commence à être souillée, exactement. Ouais. Puis, et pourtant, la lunette arrière est immense, c'est une bonne visibilité vers l'arrière, mais il faudrait la dégager. Instrumentation entièrement numérique, 2 écrans très larges. L'information est quand même vraiment très bien présentée. Ça te rappelle pas un peu le MBUX de Mercedes? Oui, bien c'est ça, effectivement. Directement inspiré. Oui, tout à fait. Il convient peut-être aussi de parler de la concurrence de la Hyundai Ioniq 5. On pense évidemment au Kia EV6, qui est le véhicule semblable. Ouais. Mais on peut penser aussi à la Volkswagen ID4. Mustang Mach-E. Ben, exactement. Bon, le Mustang nouveau Mach-E. duo Subaru-Toyota, le BZ4X et Solterra. Et la grande question, c'est pas nécessairement lequel choisir, c'est lequel est disponible. Et on sait déjà que pour l'Ioniq 5, au moment d'enregistrer, ben il faut patienter jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir mettre la main sur ce produit-là. Alors là, on est au volant de la version Ultimate de la Ioniq 5, celle qui est la plus équipée, mais il y en a d'autres aussi. Bon, le modèle de base Essential, celui qui fait en sorte que tous les modèles sont éligibles aux crédits gouvernementaux parce que le PDSF, avant transport préparation, est sous la barre des 45 000 $. Une version qui est plus ou moins intéressante parce qu'il n'y a pas de système de thermorégulation sur ce véhicule-là. C'est la version, évidemment, avec la plus faible autonomie et les roues motrices arrière. Mais il faut passer au modèle Preferred qui, pour 2 000 $ de plus, va t'offrir un équipement beaucoup plus décent et la thermorégulation de la batterie. Donc, on a tout fait pour ne pas vendre cette version-là. Ensuite, bien, on passe à la version Preferred à longue autonomie, mais toujours propulsée. Ensuite, au modèle Preferred à 4 roues motrices, où là, on obtient 320 chevaux, 2 moteurs et 414 km d'autonomie. Et à ça, ensuite, on peut ajouter l'ensemble Ultimate qu'on a ici, qui coûte 5 000 $, lequel comprend beaucoup d'éléments, dont les roues de 20 pouces. C'est peut-être un peu trop gros.
Et malheureusement, si tu prends l'ensemble Ultimate, t'es pris avec ça. Alors moi, je préférerais avoir les roues de 19 pouces. C'est déjà assez gros. Mais sinon, bon, sellerie de cuir synthétique. D'ailleurs, tous les matériaux à l'intérieur sont végans, hein, on le sait. Le toit qui est vitré, siège chauffant à l'arrière, ventilé à l'avant, système audio plus performant, plusieurs équipements de sécurité qui sont ajoutés, phare à DEL complet à l'avant, à l'arrière aussi, visualisation tête haute également qu'on a ajouté. Bref, il y a énormément de trucs pour 5 000 $. En fait, ça porte la facture de la voiture qu'on a là à 63 435 $, transport préparation inclus, ce qui est quand même pas donné. Et ensuite, bien, on retire les crédits gouvernementaux qui sont applicables sur l'ensemble des modèles, 13 000 $ taxes incluses, et ça ramène le prix de cette voiture-ci à un peu plus de 51 000 $ avant taxe. Alors là, ça devient assez intéressant, si tu veux mon avis. Et c'est peut-être aussi le point qui m'agace un peu, c'est que pour accéder au rouage intégral chez Hyundai, il faut payer minimalement 10 000 $ de plus que le prix du modèle de base. Gabriel, ton verdict? Écoute, c'est une voiture que j'ai trouvée très compétente, spacieuse, confortable, bien équipée. Par contre, on ne peut pas passer sous silence le fait qu'il y a un oubli majeur, et c'est évidemment l'absence de l'essuie-glace arrière. D'ailleurs, on le voit, la voiture est sale, puis c'est déjà un problème. C'est un oubli inoubliable. Exact. Ça, c'est certain. Ça fait partie des irritants de la voiture en ce qui me concerne aussi. Ouais. Comme les roues de 20 pouces, qui sont mal adaptées aux routes du Québec, et on est obligé de les avoir avec l'ensemble Ultimate. Donc ça, c'est dommage. Et puis le fait aussi qu'on doive débourser énormément plus d'argent que le modèle de base pour accéder aux 4 roues motrices. Mais sinon, c'est une voiture vraiment rafraîchissante. J'aime son design, j'aime son format, l'espace à l'intérieur, le comportement. Moi, j'adore ça. C'est très confortable. Tu donnerais quoi comme note? Moi, je donnerais facilement 8,5. Je dirais même jusqu'à 9 s'il y avait un essuie-glace arrière. Voilà. Moi, je vais anticiper le futur. En fait, je vais m'imaginer qu'on a un essuie-glace à l'arrière et je vais donner 9 parce que c'est vraiment une voiture convaincante. Et d'ailleurs, tout le monde nous en parle de cette voiture-là. Saviez-vous que la température idéale des batteries au voltage se situe entre 20 et 40 degrés Celsius? Le pire ennemi d'une batterie au voltage, la chaleur. Plusieurs véhicules électriques ont un système de refroidissement. Le liquide circule autour des cellules pour soit la réchauffer ou la refroidir. La batterie est la partie la plus dispendieuse de votre voiture. Voyez à son entretien. On vient juste de conclure l'essai de l'Ioniq 5, mais c'est une voiture qui est fardée de technologie. Alors, qui de mieux que Mathieu Roy pour analyser l'intégration technologique qu'on y retrouve? On le rejoint maintenant. Mathieu, Gabriel et moi venons de faire l'essai de l'Ioniq 5. On a beaucoup aimé cette voiture-là et on n'a pas grand-chose à dire sur la configuration de la planche de bord, hormis que ça nous fait penser un peu à Mercedes avec le système MBUX. Ouais, écoute, moi, je me suis attardé justement à ça. Ce qui frappe, 2 écrans. Des écrans rectangulaires, 12,3 pouces de diagonale, hyper épuré, ça libère complètement le tableau de bord. On s'entend que c'est un format inhabituel, là, c'est un long rectangle. Ce qui fait que lorsqu'on navigue à travers les applications, on a voulu remplir ce long rectangle. Et là, regarde ça, la première page. Tu as 12 icônes plus 5 autres icônes sur une deuxième page. À mon sens, ça, c'est beaucoup trop chargé. Ça a l'air de rien, mais je trouve que les boutons qui sont à l'extrémité, moi, je suis pas un conducteur petit, mais il faut quand même que je bouge mon corps. C'est pas à portée de main si facilement. On a maintenant ici des boutons physiques. Ouais. J'aime beaucoup les boutons physiques parce que tu n'as pas besoin de regarder là où tu pèses. Tu le sais qu'ils sont là, tu les sens avec tes doigts. Et là, en dessous, on revient avec une espèce d'hybride entre des boutons tactiles, mais pas des boutons physiques comme tel à peser, mais des endroits... Donc, encore une fois... Ça, c'est non-intuitif. C'est très bizarre. Ce que j'aimais, par exemple, c'est la réactivité de l'écran. Alors, dès qu'on touche, ça bouge, c'est vite. Et tu sais comment un mauvais écran peut complètement massacrer l'expérience à l'intérieur du véhicule. L'autre chose, c'est que c'est personnalisable. Et ça, c'est important. J'aime pouvoir choisir ce que l'ordinateur de bord m'affiche. J'ai ici le GPS, mais de l'autre côté, je peux choisir d'avoir tantôt des informations liées à mon véhicule. Je peux avoir mes médias ou encore des informations liées à la météo. Puis ça pourrait être l'inverse.
Puis il y a aussi l'application Blue Link. Plusieurs constructeurs ont l'équivalent à ça. C'est une application mobile qui te permet de connaître les informations de base de ton véhicule, même si tu n'es pas à proximité. Oui, c'est une application qui est importante pour tous les constructeurs. Donc, d'avoir une application comme ça qui permet à distance, bien sûr, de partir le véhicule, de verrouiller, déverrouiller les portes à distance, toujours avec l'application. Ça va te donner des informations sur l'état du véhicule, mais aussi sur l'état de la batterie et de pouvoir programmer aussi des séances de charge. Donc ça, je trouve ça intéressant. Ces applications-là sont pas tout le temps béton. Donc, il y a encore beaucoup d'améliorations à faire pour les rendre super intuitives et surtout toujours fonctionnelles et rapides. Mais on travaille à les améliorer. Ça sent bon, hein? Oui, ça sent le pain rôti. Je t'explique, tu es en train de te faire 2 petites toasts pour te montrer la puissance de la prise qu'il y a à l'intérieur du Ioniq. Tu es en train de me faire des toasts. 120 volts, 16 ampères, c'est quand même assez, pas mal de jus. Donc, on peut brancher plusieurs accessoires dans le véhicule. Et le véhicule, à l'extérieur, le fusil de recharge, il vient avec une option qui permet d'avoir une recharge inversée. Ça veut donc dire que vous êtes en camping, vous pouvez brancher votre machine expresso, vous pouvez brancher votre petit réchaud à même la prise de courant. Donc, c'est la batterie du véhicule qui va alimenter comme ça plein d'accessoires. On peut quand même pas conseiller aux gens de se faire des toasts en conduisant. Non, c'est ça. C'est plus un exercice de faisabilité. C'était pour vous montrer la puissance de la prise de courant dans la Ioniq quand même, là. C'est vrai! Ah! Regarde ça. Ça se peut. Juste bien doré. Santé. Santé. On répond aujourd'hui à la question de Chantal qui souhaite remplacer son VUS actuel par un VUS compact de nouvelle génération. Elle désire un VUS compact, mais le plus spacieux possible puisqu'elle trimballe sa petite famille et souvent de très gros objets. Elle souhaite un véhicule économique à la pompe comme n'importe qui en ce moment et on comprend pourquoi. Et veut un véhicule également très fiable puisqu'elle le conservera très longtemps. Il faut savoir également qu'elle est actuellement propriétaire d'un Mitsubishi Outlander 2012 duquel elle a été très satisfaite. Également satisfaite du service au concessionnaire, ce qui pèse dans la balance. Ce pourquoi elle considère actuellement la nouvelle génération du Mitsubishi Outlander, mais également le Volkswagen Tiguan. Commençons d'abord par l'Outlander, qu'on a considéré dans le guide de l'auto comme un des 3 meilleurs choix de la catégorie cette année. Le look est polarisant, je vous l'accorde, mais si ça vous plaît, tant mieux. Mais c'est un véhicule qui, aujourd'hui, partage plusieurs de ses éléments mécaniques et techniques avec le Nissan Rogue, qui, lui aussi, est un produit qui nous a impressionnés. Donc, moteur de 181 chevaux, qui est très fiable, qui est frugal, beaucoup plus que celui de votre Outlander actuel, et plus économique que le Volkswagen Tiguan également. On annonce une moyenne de consommation combinée à 8,9 litres au 100, ville et route. Il faut savoir que le rouage intégral est de série sur tous les Outlander. Avantage du Outlander par rapport à tous les véhicules dans le segment, c'est la garantie. 5 ans, 100 000 km d'un pare-choc à l'autre, 10 ans, 160 000 km sur le groupe autopropulseur. L'habitacle est convivial et très ergonomique. Les sièges sont super confortables. 2257 litres de volume cargo total lorsque les sièges arrière sont abaissés. Alors ça, c'est très impressionnant. Et parce que vous ciblez un véhicule dont le prix avoisine les 40 000 $, je vous dirige vers la version LE qui propose un rapport équipement-prix franchement intéressant. Du côté de chez Volkswagen maintenant, et bien que l'esthétique ce soit subjectif, j'ai pas le choix d'admettre préférer le look du Volkswagen Tiguan, un véhicule qui est plus homogène, qui risque de mieux vieillir esthétiquement. C'est un véhicule qui est très agréable à conduire, suspension bien adaptée, conduite qui est très vive, direction qui est plus précise que chez Mitsubishi. Par contre, sur le rendement mécanique, c'est décevant un petit peu. 184 chevaux de puissance, qui est équivalent à Mitsubishi, mais le rendement de la transmission est très saccadé et il y a un délai à l'accélérateur qui fait en sorte que le niveau de confort, surtout en milieu urbain, s'en ressent. Du côté de l'habitacle, la présentation est très homogène également. Par contre, déception au niveau de la finition à certains endroits, alors que Mitsubishi s'est beaucoup amélioré de ce côté-là, ce qui finit par s'équivaloir. Alors, vous allez trouver que pour un véhicule allemand, c'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant et attendez-vous pas à quelque chose de plus luxueux que chez Mitsubishi. Ça n'est pas le cas. L'équipement est complet. Dans le cas de la version Comfortline de milieu de gamme qui serait équivalente à la version LE de chez Mitsubishi, vous allez payer à peu près 400 $ de moins que chez Mitsubishi. Maintenant, en ce qui concerne le coût de revient à long terme, c'est clair que Volkswagen est désavantagé. D'une part, parce que la garantie est plus courte
4 ans, 80 000 km d'un pare-choc à l'autre, mais 5 ans, 100 000 km pour le groupe Montopropulseur. Mais aussi parce que les coûts d'entretien sont au moins 30 % plus coûteux que du côté de chez Mitsubishi. Il faut ça aussi le considérer. Autre chose, c'est la consommation d'essence qui est plus élevée que du côté de chez Mitsubishi par environ 5 %. La cote annoncée par Volkswagen en moyenne combinée est à 9,4 litres au 100 km. Alors, c'est clair, Volkswagen vous donne peut-être cette impression de prestige puisque c'est un véhicule allemand. Plus belle présentation, plus belle finition extérieure, je vous l'accorde. On a aussi l'avantage d'une conduite un peu plus inspirante. Par contre, du côté de chez Mitsubishi, un achat plus rationnel, clairement. Meilleure garantie, fiabilité anticipée qui sera très bonne. On a un coût de revient à long terme qui est moindre également, plus d'espace cargo et aussi, et ça, faut pas l'oublier, vous avez l'avantage de connaître votre concessionnaire en qui vous avez confiance. Alors, notre verdict, le Mitsubishi Outlander. Cette émission vous a été présentée en collaboration avec autogo.ca. La semaine prochaine au Guide de l'auto, un bref aperçu des futures camionnettes 100% électriques. On parle réalité augmentée avec Mathieu Roy et on met à l'essai le Ford Bronco.